It's like an amazing city. It's not just a tourist destination for me, it's also home. C'est l'histoire d'une journaliste qui a tout quitté par amour pour partir à reculons s'installer à Los Angeles. Une ville de dingue que, contre toute attente, elle n'a plus envie de quitter en 2026. Je m'appelle Sophie Janinet, cette journaliste, c'est moi. Mais ne vous inquiétez pas, je parle rarement de moi à la troisième personne. Bienvenue dans cet épisode, vous écoutez Sophie à Los Angeles. Sophie à Los Angeles. Sophie à Los Angeles. à Los Angeles. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Vous aussi, vous avez l'image ? Ce visage magnifique, ce sourire, cette voix suave, c'est celle de Norma Jean Baker, a.k.a. Marilyn Monroe. Quelques mois seulement avant de nous quitter, Marilyn chantait pour le président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, son amant, qui lui-même était assassiné moins de 2 ans plus tard. Tous les ingrédients sont là. Le glamour, le pouvoir, le drame, les paillettes et la tragédie. Marilyn restera à jamais un mythe, figé dans l'éclat somptueux de ses 36 ans. Ce 1er juin 2026 marque le 100e anniversaire de sa naissance. Et je n'ai pas pu m'empêcher de bousculer le planning de mes épisodes pour rendre hommage à l'icône la plus représentative de ce qu'Hollywood a à offrir. Et à détruire aussi. Du fin fond de ma Bourgogne natale, bien loin de Los Angeles, Marilyn a été et restera toujours la première femme que j'ai perçue comme un sex symbole. Même si elle était décédée depuis plus de 20 ans déjà avant ma naissance, je me souviens enfant d'avoir aperçu le dos de la cassette VHS que mes parents avaient de certains Lem Show. Ce dont je ne me rappelle pas, c'est du jour où j'ai appris son décès. Seulement de la tragédie que tout le monde y associait. Alors avec le temps, j'ai voulu mieux la connaître. Aujourd'hui, quand je regarde un de ses films, je vois bien qu'elle incarne la blonde ingénue que le monde veut qu'elle soit. La blonde bombshell, comme on appelle ça ici. Et elle jouait ce rôle, un peu toujours le même, interchangeable, de jolie fille à sauver, avec tellement de grâce et une telle désinvolture teintée d'innocence qu'elle en arriverait presque à nous faire croire que tout ça était inné. Pourtant, Norma Jean avait créé Marilyn de toutes pièces. De son maquillage à sa démarche, en passant par sa voix légèrement chuchotée, qu'elle avait en fait travaillé pour masquer son bégaiement, pour se masquer elle-même, pour réaliser ses rêves. Honnêtement, je pourrais parler d'elle et de ce qu'elle a représenté à différentes étapes de ma vie pendant des heures. Mais je voulais surtout partager avec vous aujourd'hui une conversation que j'ai eue avec la spécialiste de Marilyn à Los Angeles, Elisa Jordan, autrice du livre Hello Norma Jean. Quand j'ai découvert son podcast, All Things Marilyn, j'ai tout de suite voulu interviewer cet Angelino. Quelques semaines plus tard, Elisa Jordan m'a donné rendez-vous dans une voie sans issue d'un quartier cossu de Los Angeles. Ce quartier résidentiel huppé s'appelle Brentwood. Ses rues sont bordées d'arbres où se dressent de somptueuses demeures aux pelouses verdoyantes et parfaitement entretenues. Et là, nichée au bout d'une charmante impasse sans prétention, dissimulée derrière des murs assez hauts, se trouve la maison qui appartenait autrefois à Marilyn Monroe. Hi. Nice to meet you. Thank you for meeting me. Thank you. We're at Marilyn Monroe's house in Brentwood. Nous sommes à la maison de Marilyn Monroe à Brentwood. J'ai choisi de te donner rendez-vous ici parce que c'est un symbole très fort à mes yeux. C'est la seule maison qui n'ait appartenu qu'à elle. Elle l'a choisie parce qu'elle voulait quelque chose d'intime, où elle se sente protégée. C'est pour ça qu'on ne peut pas beaucoup la voir d'ici, devant le portail. Tout le monde rêve d'avoir une maison. Mais c'était particulièrement le cas de Norma Jean, qui n'a jamais vraiment connu de foyer stable et aimant. Née le 1er juin 1926 à Los Angeles, elle a passé les premières années de sa vie avec sa mère, née Gladys Monroe, de parents démunis originaires du Midwest, venus s'installer en Californie. À la naissance de Norma, sa mère, Gladys, avait déjà eu 2 enfants qu'elle avait perdus lors de son premier divorce. Et si elle a déclaré son deuxième mari comme le père de sa fille, le réalisateur français François Pomès a confirmé dans son documentaire de 2022 qu'elle était en réalité le fruit d'une relation entre Gladys et un commercial d'un studio hollywoodien déjà marié, que Norma n'a jamais connu. Gladys s'est occupée de Norma comme elle pouvait les 8 premières années de sa vie, avant de faire une dépression nerveuse.
Après ça, la petite fille a été ballottée de familles d'accueil en foyer. Violée par un parent d'accueil, elle s'enferme dans sa timidité et c'est là qu'elle commence à bégayer. Un jour, elle a confié à un journaliste qui lui demandait pourquoi elle avait voulu devenir actrice. Je trouvais le monde si triste. Quand j'ai appris que c'était ça, le métier d'acteur, je me suis dit que c'était ça que je voulais faire. Certaines de mes familles d'accueil m'envoyaient au cinéma pour me faire sortir de la maison. Et là, je restais assise toute la journée et jusque tard dans la nuit, au premier rang, face à cet écran immense. J'étais juste une petite fille, toute seule, et j'adorais ça. Norma Jean Baker se marie à 16 ans pour ne pas retourner à l'orphelinat. Elle devient ouvrière dans une usine de fabrication de munitions pour la Deuxième Guerre mondiale. Elle est tout à la fois très timide, mais aussi extravertie, en apparence du moins, parce qu'elle essaye de se construire dans le regard des autres, à défaut de celui d'un parent. C'est à cette époque qu'elle est repérée par un photographe et devient mannequin pin-up en 1945, puis actrice en 1946, l'année de ses 20 ans. Et c'est seulement en 1962 qu'elle achète sa maison de Brentwood, la première maison qu'elle a achetée seule, pour elle, aménagée à son image. Cette maison où elle décède 6 mois plus tard. Cela fait plusieurs années que les propriétaires essayent de la détruire et que des comités plaident auprès de la municipalité pour empêcher cette destruction. En avril dernier, le couple qui possède la maison a porté plainte contre la ville de Los Angeles, qui avait donné le permis de démolition en septembre 2023, avant de changer d'avis dès le lendemain, sous la pression populaire, en classant finalement la maison monument historique et culturel. Eliza Jordan, comme beaucoup de fans de Marilyn, adorerait pouvoir visiter cette maison, même si elle reconnaît que sa position géographique, dans une impasse d'un quartier résidentiel cossu, rend impossible tout projet de transformation en musée. Fun fact, en pleine interview, Eliza et moi avons vu débarquer une camionnette d'une compagnie de jardinage. Le monsieur avait l'air d'avoir l'habitude de voir des gens qui zonent dans la rue en espérant pouvoir entreapercevoir la maison de Marilyn. Et je pense qu'on lui a fait bonne impression, parce qu'il nous a laissé la voir avant de refermer le portail. Good morning. How are you? Good. Good, thank you. We're going to be able to look in. So that's the front door. That's her bedroom. C'était incroyable, parce qu'Eliza, surexcitée, était capable de me décrire l'agencement de la maison en pointant du doigt de l'extérieur, alors qu'elle n'a jamais pu y entrer. Spanish-style houses were really popular in the 1920s when she was growing up in LA. And C'est une maison espagnole. C'est comme ça qu'on appelle cette architecture ici, Spanish style. Je pense qu'elle l'a choisie parce qu'elle lui rappelait le domicile de son psychiatre, avec qui elle avait une relation un peu spéciale. Il l'a beaucoup invitée chez lui pour qu'elle puisse connaître l'expérience d'une famille saine et équilibrée. La sienne. in a weird way trying to show her what a healthy, well-adjusted family looked like. Quand Eliza Jordan m'a raconté cette relation un peu hors du commun que Marilyn Monroe entretenait avec son psychiatre, ça m'a un peu surpris, bien sûr. Et puis, j'ai oscillé entre deux sentiments. D'abord, celui de me dire que ça ne me semblait pas très catholique, tout ça. Ce qui m'a d'ailleurs fait penser au film Vie privée de Rebecca Zoklowski, dans lequel Jodie Foster incarne justement une thérapeute francophone qui elle aussi sort du cadre éthique de sa profession avec une de ses patientes, Virginie Efira. Mais honnêtement, une partie de moi comprend ce psychiatre. Déjà, il y avait l'époque. Mais surtout, je pense que toute sa vie, Marilyn a cheminé en tenant par la main la petite Norma Jean, une orpheline qui n'intéressait personne et qui n'a intéressé ensuite que des hommes, autoproclamés Pygmalions, qui voulaient l'enfermer dans leur regard, dans leur œuvre ou dans leur vie, faire valoir ultime, qui méritait tellement plus. Est-ce que moi, à la place de cet homme-là, si j'avais eu une famille heureuse, j'aurais su résister à l'envie de prendre l'autre main de la petite Norma, juste pour lui montrer la délicatesse sans prétention, d'un quotidien plus serein que grandiloquent, quand on parvient à faire famille. Pour partager avec elle, ne serait-ce qu'en la prenant à témoin, un peu de cet amour inconditionnel, sans artifice ni sacrifice, qu'elle n'a jamais connu. Je vous laisse vous faire votre propre avis. En tout cas, ce sont les souvenirs que Marilyn a créés avec cette famille, dans leur maison, qui l'a poussée à acheter celle-ci, selon Eliza Jordan. So this house, part of why she chose it is because Marilyn really wanted... Dans cette maison de Brentwood, elle cherchait à recréer ce confort qu'elle avait appris à connaître chez lui. Le fait qu'elle ait connu le bonheur dans cette maison, qu'elle l'ait choisi pour partir aussi, ça en fait un lieu tellement important.
C'est ce que j'ai compris quand le propriétaire actuel a déposé une demande pour la détruire. Je pense que je serais capable de m'interposer entre cette maison et le bulldozer. Ça peut paraître extrême, j'imagine. I think I can call my relationship with Marilyn is, it's basically a lifelong obsession or lifelong work. C'est vrai que la seule façon dont je peux qualifier ma relation avec Marilyn, c'est en gros l'obsession de toute une vie. Le travail de toute une vie aussi. Appelez ça comme vous voulez. Je me rappellerai toute ma vie du jour où je devais avoir à peine 5 ans. Et j'ai vu Les hommes préfèrent les blondes à la télévision. Sachant qu'à l'époque, on n'avait pas la vidéo à la demande. Donc quand un film était diffusé, c'était un événement. Et là, devant Marilyn qui chantait Diamonds are a girl's best friend, la petite fille que j'étais a été tout simplement captivée. Parfois, je me demande encore pourquoi elle a eu un tel pouvoir hypnotisant sur moi. And to this day, I've wondered, why was it that I just couldn't take my eyes off of her, Jewels, a kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl. Cette histoire, celle d'être hypnotisée par l'aura irrésistible de Marilyn, c'est un peu la même que la mienne. Et que la vôtre, peut-être, aussi. Mais comme vous allez l'entendre, Eliza Jordan ne s'est vraiment pas arrêtée à ça, à cette créature quasi mystique qu'a créée Norma Jean pour séduire le monde entier. Son livre, qui n'est disponible que de ce côté de l'Atlantique, n'est d'ailleurs pas une biographie au sens classique du terme, mais plutôt une mosaïque d'observations, appuyée par des faits, des objets glanés au fil du temps, et des documents officiels qu'Eliza a patiemment rassemblés et épluchés pour permettre à ses lecteurs de dessiner leur propre vision de Marilyn. Une image loin des théories du complot, loin de celles dessinées par les paparazzi, ou d'autres comme le réalisateur Andrew Domenech et son film Blonde avec Ana de Armas. Eliza Jordan et moi avons d'ailleurs échangé en off sur notre sentiment partagé d'irritation concernant les affabulations narratives d'un homme qui choisit de mettre un discours culpabilisant dans la bouche d'un fœtus dans le simple but de profiter de la popularité d'une femme. Une femme qui, comme me l'a appris Eliza, s'est battue contre l'endométriose et a beaucoup souffert de ses fausses couches. Bien sûr, Andrew Domenech n'est pas le seul à avoir voulu sa part du gâteau. Lee Strasberg, le mentor des acteurs le plus connu au monde, a profité du besoin de reconnaissance de Marilyn pour exercer sur elle un ascendant qui allait bien au-delà des cours de théâtre et qui a participé à l'enrichissement de sa famille, puisque Marilyn lui a légué 75% de ses biens, droits à l'image et propriété intellectuelle inclus. Les hommes ont abusé de Marilyn toute sa vie. Même quand il croyait l'aimer, surtout quand il croyait l'aimer d'ailleurs. Et Eliza Jordan avait besoin d'aller au-delà du sensationnel, des cicatrices laissées par Kennedy, Yves Montand, Arthur Miller et les autres. Elle voulait tout savoir, des produits cosmétiques préférés de Marilyn jusqu'à son petit déjeuner de prédilection. Alors elle a remonté la trace des factures et elle a découvert par exemple celle du sanitarium de Rockhaven, établissement unique et avant-gardiste qui adoptait une approche différente et humaine de la psychiatrie. Un de ses principes fondamentaux étant notamment de n'embaucher que des femmes pour assurer une meilleure sécurité émotionnelle aux patientes, toutes des femmes également. Un établissement où Norma Jean s'est assurée que sa mère était aussi heureuse que possible. I'm no longer interested in the surface, although that's interesting too because image is everything. Aussi magnétique qu'elle ait été, aujourd'hui, je m'intéresse plus du tout à son apparence, à son personnage. C'est intéressant aussi, bien sûr. C'est ce qui lui a fait accéder à la célébrité. L'image, c'est tout. Mais sous ce masque, il y avait une femme incroyable et fascinante. Pendant mon enfance, il n'y avait que quelques livres disponibles qui parlaient d'elle. Je les ai tous lus. Et c'est comme ça, au fil des lectures, qu'en grandissant, j'ai commencé à l'apprécier davantage sur le plan personnel. On a personal level, as I grew, my appreciation for her grew as I was able to understand. Plus j'avançais dans la vie, plus je la comprenais, et plus mon admiration pour elle grandissait. Cette petite fille, orpheline, ballottée de foyer en famille d'accueil, qui n'avait rien, pas d'amour, pas d'argent. Elle a réussi à surmonter tout ça pour devenir la femme la plus célèbre du monde. Découvrir son histoire m'a inspirée, m'a donné envie de me dépasser. Et c'est pour ça que j'ai envie de la protéger, pour la remercier de ce qu'elle m'a offert. C'était une femme très intelligente, qui a traversé beaucoup de choses, qui a beaucoup souffert. Mais elle n'a jamais cessé de tout faire pour mener une vie meilleure, en accord avec ses valeurs.
Elle a travaillé très dur pour surmonter ses faiblesses et son passé. Elle a mené une vie guidée par ses convictions. Et je pense que c'est quelque chose dont nous pouvons tous tirer des leçons. Je sais que c'est mon cas. C'est pour ça que je reviens sans cesse vers elle. Et c'est pour ça que je veux vraiment que les gens voient cet aspect d'elle. Et c'est en partie pour ça que j'ai écrit le livre Hello Norma Jean. I just kind of feel like she's given me a way to look at life that I don't know I would have had otherwise. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous a donné une autre perspective sur Marilyn Monroe et qu'il vous aura peut-être aussi donné envie, si vous le pouvez, de vous procurer la Bible qu'Elisa Jordan a minutieusement rédigée sur cette figure iconique du XXe siècle. Avant Lady Di, bien avant Britney Spears ou Kesha, Marilyn était-elle la toute première victime de la pop culture ? Elle qui ne cachait pas ses daddy issues, constamment chahutée par les hommes qui l'érigeaient soit en madone, soit en putain, tiraillée entre l'injonction à incarner le sexe symbole qui lui valait l'attention qu'elle cherchait et l'humiliation que ce statut objectifiant lui imposait. Sans le savoir, elle a ouvert la voie pour beaucoup d'autres femmes après elle. Et beaucoup d'actrices, consciemment ou non, marchent sur ses traces aujourd'hui. C'est notamment le cas d'une autre Gémeaux, Thaïs Silverio, qui nous fera découvrir Los Angeles à travers son regard, entre fascination et désillusion, dans le prochain épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. Si vous voulez lire ce que je ne vous dis pas dans le podcast, n'hésitez pas à rejoindre le club très fermé des destinataires de ma newsletter. Le lien pour s'inscrire est dans la description de l'épisode. Et en attendant le prochain, vous le savez, si vous avez des questions sur Los Angeles, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très vite pour la suite. Bye.